Dans une récente vidéo, on a vu que l'affichage marchand, que l'affichage capitaliste monopolisait tout l'espace public et que dans ce brouhaha visuel, l'affichage militant avait du mal à trouver de la visibilité, avait du mal à se faire voir, à se faire entendre en quelque sorte. Aujourd'hui, on va essayer d'aller voir ça un petit peu plus en détail puisque, comme certains et certaines sans doute très probablement, c'est une vision qui est relativement caricaturale, c'est une vision qui est réaliste mais qui est un petit peu simpliste de la situation et donc on va essayer d'aller voir d'autres exemples, on va essayer d'aller observer d'autres phénomènes. Ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est une réponse directe à la publicité, c'est une réponse directe aux affichages publicitaires, on va s'intéresser au militantisme anti-pub qui est aussi parfois appelé résistance culturelle, d'où le titre de la vidéo. Dans un premier temps, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que bien évidemment le monopole des signes capitalistes dans l'espace public n'a pas toujours existé, c'est pas quelque chose d'intrinsèque à l'espace public, c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps puisque tout simplement il n'y a pas toujours eu d'affichage publicitaire dans l'espace public, la publicité n'a pas toujours existé, c'est une évidence, mais je pense que c'est une évidence qu'il était nécessaire de rappeler avant de commencer. Aujourd'hui, on va pas du tout s'intéresser à cette histoire de la publicité, on va pas s'intéresser à comment elle est apparue, à partir de quoi, enfin tout ça. Ça pourrait être un sujet intéressant et éventuellement, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires qu'on aborde le sujet de l'histoire de l'apparition de la publicité dans l'espace public. On va directement se confronter à ce qui existe maintenant, on va directement se confronter à la saturation actuelle. Voilà, je voulais juste rappeler ces quelques points. Malgré le monopole de l'affichage capitaliste avec son pote juste derrière, l'affichage institutionnel, dont on parlera aussi un jour, mais pas tout de suite, chaque chose en son temps, il est aussi notable que l'affichage publicitaire et l'affichage militant anti-pub en tout cas, entretiennent une relation avec une certaine réciprocité. Pour donner un exemple relativement simple, le militantisme anti-pub, ce qu'on peut appeler la résistance culturelle, n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas d'affichage publicitaire auquel répondre. Mais ce n'est pas la seule dynamique de réciprocité que l'on peut observer entre l'affichage militant et l'affichage publicitaire. On va remarquer que très souvent, la publicité va aussi s'inspirer de ce qu'on appelle assez péjorativement les sous-cultures pour ses affichages. C'est un moyen qu'elle va utiliser pour se démarquer et pour parallèlement aussi s'attirer la sympathie du grand public, ce qui est un petit peu ironique quand on pense que très souvent ce qu'on appelle péjorativement les sous-cultures sont liées à l'activité militante très souvent. J'ai beaucoup dit souvent. Ça, c'est encore une potentielle idée pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va réellement s'intéresser plus précisément à ce qu'est le militantisme anti-pub, à ce qu'est la résistance culturelle et aux manières dont elle se manifeste. Pour entamer celle-ci, on va s'intéresser au travail d'Alex Alvarez qui s'interroge sur la manière de répertorier les signes dans l'espace public. Il questionne la possibilité d'une ville signifiante qui n'aurait plus besoin de signes graphiques pour être reconnaissable, pour se repérer en son sein, etc. Son projet, l'écologie graphique de la ville et sa disparition, il se compose de plusieurs images et d'une vidéo qui donne à voir la ville de Hong Kong amputée de tous ses signes graphiques ou inversement, amputée de tout ce qui n'est pas un signe graphique. Ces images, elles vont nous permettre à la fois de nous rendre compte d'à quel point le paysage urbain il est saturé de signes, mais aussi de comprendre que la reconnaissance de la ville, elle se fait plus par ces signes que par les bâtiments qui la composent. C'est d'ailleurs assez intéressant de noter que bien que ces images nous permettent de comprendre l'intérêt d'un militantisme anti-pub, ces expressions, elles ajoutent, les expressions du militantisme anti-pub, les expressions de la résistance culturelle, elles ajoutent plus de signes à l'espace public et elles n'en soustraient aucun et elles rendent du coup l'espace public encore plus saturé. Le militantisme anti-pub, qui est donc le sujet principal de cette vidéo, il est aussi appelé résistance culturelle et c'est quelque chose qu'on va trouver dans le livre No Logo qui a été écrit en 2001 par Naomi Klein, qui affirme qu'il est presque impossible de retracer les origines de la résistance culturelle, surtout parce que la pratique même est un copier-coller de graffiti, d'art moderne, de bricolage punk et de bons vieux canulars. Sans compter que le fait d'utiliser les panneaux réclames comme une toile d'activiste n'est pas non plus une nouvelle tactique révolutionnaire. Fin de la citation. Certains collectifs s'attaquent à la publicité dans l'espace public depuis près de 60 ans. C'est le cas du Billboard Liberation Front, Front de libération du panneau réclame, ou du Bug Up, Billboard Utilizing Graffitists Against Unhealthy Promotions, graffeurs utilisant les panneaux réclames contre les promotions malsaines. Il existe différents types de militantisme anti-pub,
puisque comme dans toutes les expressions politiques, on remarque aussi différents niveaux de radicalité, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent militer contre la publicité, toutes les personnes qui veulent participer à ces formes de résistance culturelle n'ont pas les mêmes moyens d'action et certains ont d'autres niveaux de radicalité. Mais ça, c'est vraiment comme dans tous les mouvements militants. On remarque notamment que certains choisissent d'agir à visage découvert et de revendiquer leurs actions, tandis que d'autres préfèrent faire ça dans la clandestinité. Rodríguez de Gerada fait partie des artistes qui refusent d'agir clandestinement. Comme le dit Naomi Klein dans son livre No Logo, il estime qu'il n'est pas un vandale. À l'expression guérilla art, souvent utilisée pour parler du militantisme anti-pub, il préfère l'expression d'art citoyen. On aura compris, c'est très probablement un peu un sauce d'em sur les bords. Toujours est-il qu'il ne se cache pas. Il agit donc en plein jour, à visage découvert. Il souhaite être vu, il souhaite que son discours soit considéré comme quelque chose de normal dans une société démocratique. C'est important pour lui que les jeunes puissent voir comment il s'y prend et que d'autres puissent s'inspirer de son travail et éventuellement agir aussi sur les publicités. Rodríguez de Gerada, il s'approprie les affichages publicitaires. Soit il va y installer directement ses propres projets, soit il va détourner les messages publicitaires, il va détourner les publicités pour en changer le message et ainsi dénoncer les agissements des multinationales ainsi que le capitalisme forcément. Pendant des années, il a modifié les panneaux publicitaires, particulièrement les marques d'alcool et de cigarettes, dont il est aujourd'hui difficile de trouver des images, même si normalement je vous en ai montré quelques-unes quand même, puisqu'évidemment, dans l'espace public, tout est éphémère. Personnellement, j'ai découvert le travail de Rodríguez de Gerada dans le livre No Logo de Naomi Klein, que j'ai déjà évoqué du coup. Elle y écrit: quelques instants plus tôt, ce panneau, au coin de Houston et d'Attorney, montrait un couple de Newport, enjoué, se chamaillant pour un bretzel. À présent, il représente le visage obsédant d'une enfant que Rodríguez de Gerada a peint en couleur rouille. Pour terminer, il colle quelques bandes arrachées à la vieille annonce de Newport qui forme un cadre vert fluo autour du visage de l'enfant. Dans le livre No Logo, on trouve également une citation de Rodríguez de Gerada qui dit, pour parler de son travail: quand on a enlevé les annonces, ce qui reste, c'est leur impact sur les enfants du coin qui regardent ces images. Son travail, on peut le critiquer, mais il reste résolument militant. Il agit principalement dans les quartiers pauvres, où les publicités qui vantent l'alcool et les cigarettes étaient à l'époque très nombreuses aux États-Unis. Les enfants et les jeunes qui étaient originaires de ces quartiers, qui habitaient ces quartiers, ils étaient en perpétuelle confrontation à des images qui les invitaient à boire de l'alcool et qui les invitaient, c'est un petit peu un euphémisme, qui les incitait à boire de l'alcool et à fumer des cigarettes. Par son travail, Rodríguez de Gerada, il cherchait à sensibiliser sur ces problèmes-là qui sont liés au marketing, qui rendent du coup encore plus difficile la vie dans les quartiers pauvres et qui du coup accentuent les problèmes liés à la drogue qui peuvent y préexister. Si on voulait s'intéresser à un exemple contemporain de publicités comme ça qui sont très néfastes et qu'on peut voir en France, on pourrait s'intéresser à toutes ces publicités pour des sites de paris, pour des paris sportifs, pour le poker, etc. À tous ces sites de paris d'argent qui pullulent et qui sont encore plus nombreuses dans les endroits où il y a des jeunes, dans les endroits où il y a des enfants, mais aussi surtout dans les quartiers les plus pauvres. Et ces publicités-là, ces publicités qui incitent à parier, là je parle du coup d'un problème contemporain, d'un problème auquel on a affaire en France actuellement, elles vont inciter les jeunes à parier, elles vont rendre accro des jeunes au pari, puisque on rappelle que le pari d'argent c'est aussi une forme d'addiction. Ces publicités, elles vont participer activement au système raciste français qui maintient les populations racisées dans la précarité. C'est-à-dire que la suprématie blanche, pour plein d'autres mécanismes que celui-ci, via plein d'autres mécanismes que celui-ci, elle va maintenir les populations racisées dans la précarité. Et ces publicités-là, elles sont mises de manière plus ciblée dans les quartiers pauvres, puisque simplement la précarité, la pauvreté va nous rendre plus sensibles à ce genre de publicité, va nous rendre plus facilement atteignables par des publicités qui nous promettent monts et merveilles, qui nous promettent de gagner de l'argent, etc., etc. Je sais pas si c'était clair. J'ai perdu un peu le fil de mon script et j'ai un live dans pas longtemps, donc j'ai pas le temps de recommencer, donc tant pis. Bien évidemment, il existe tout un tas de manières d'interagir avec l'affichage publicitaire. Il n'y a pas que Rodríguez de Gerada, on a passé beaucoup de temps sur cet exemple-là, mais concrètement, des exemples, il y en a tout un tas d'autres. Certains choisissent du coup
d'imaginer des outils qui invitent à détourner, à modifier ou rendre illisibles les panneaux publicitaires. C'est de ça qu'on va parler maintenant avec le FAT, qui est le Free Art and Technology, qui fabrique en 2012 un outil qui s'appelle Subpixel. C'est une règle en acrylique sur laquelle sont fixées plusieurs lames de rasoir parallèlement. L'objet, il va permettre de tracer plusieurs lignes parallèles et de former un quadrillage qui permet de retirer des carrés d'affiches, laissant transparaître l'ancien affichage ou simplement le fond du panneau publicitaire. Il est donc tout à fait possible d'utiliser cet outil pour faire par exemple du pixel art sur les pubs, et ça a notamment été utilisé sur des affichages du métro parisien, tout simplement parce que les affiches du métro sont souvent très grandes, ce qui est du coup un petit peu plus pratique, mais surtout, contrairement à l'extérieur, elles sont rarement sous verre. Cet outil il permet également de détourner les messages, de les effacer ou de les transformer, sabotant ce qu'a voulu transmettre la marque initialement. On peut parler aussi de certains collectifs comme la Basse par exemple. Je suis allée chercher leurs autocollants puisque à l'époque je leur avais fait un don et ils m'avaient envoyé une tonne d'autocollants à tel point que je ne sais même pas quoi en faire. Voilà, toujours est-il que la Basse, la brigade antisexiste, elles ont choisi plutôt de créer des stickers à poser sur les panneaux publicitaires sexistes, sur les panneaux publicitaires qui ont des messages misogynes, afin d'interpeller le public et de dire cette publicité-là est sexiste. C'est un message qui est relativement simple et efficace, c'est des gros autocollants rouges avec écrit sexiste dessus, je pense que le message est clair. On peut aussi parler des graffeurs de QASAISKI qui s'approprient l'ensemble des espaces publicitaires d'un lieu donné. Là en l'occurrence c'est des rames du métro de New York. Ils appellent ça du hacking de métro et ils invitent par leur slogan les autres usagers à faire de même. Ils investissent l'espace public de manière non mercantile et veulent faire vivre une expérience différente aux utilisateurs du métro. L'un de leurs messages récurrents c'est « Be ». Bon, on n'était pas très loin de se croire chez McDo, mais c'est pas tout à fait la même approche quand même. Dans la même optique, on a aussi le MASAT, le Madrid Street Advertising Takeover, qui adopte le même genre de stratégie mais dans la ville de Madrid en 2011. Je crois qu'il y a eu plus de 500 publicités qui ont été modifiées et détournées. C'est un projet qui est international, qui fait appel à la désobéissance civile pour interroger le public dans l'environnement urbain. Donc pour ce projet-là, les publicités de la ville ont été massivement modifiées et détournées. L'un des slogans, Interrumpimos este programa, nous interrompons votre programme, fait référence aux pages de publicité télévisuelles, mettant ainsi en évidence le fait que les publicités dans l'espace public, elles peuvent aussi être perçues comme des... Dans le livre de Naomi Klein, on nous dit que l'idéologie qui est partagée par la majorité des militants anti-pub, c'est la conviction que la liberté d'expression est vaine si la cacophonie commerciale s'est élevée à un tel niveau sonore que personne ne vous entend. L'espace public, il est donc saturé de signes publicitaires, mais ça je pense qu'au bout de la 3e vidéo, vous commencez à le comprendre. Et en plus de ça, en plus d'être déjà saturé, la publicité, le marketing et tous ces petits et petites actrices trouvent sans cesse de nouveaux moyens de foutre de la publicité encore plus partout. Concrètement, chaque jour des panneaux publicitaires apparaissent, on en trouve dans la rue, on en trouve dans les transports en commun, on en trouve dans les toilettes des universités, on en trouve dans les bibliothèques, il y en a vraiment partout. Comme on l'a déjà évoqué aussi dans les 2 dernières vidéos, s'exprimer dans l'espace public, ça devient vraiment très difficile. En premier lieu parce que il n'y a plus d'espace, mais aussi parce que le paysage urbain il est tellement saturé de signes que même s'il y avait de l'espace, ça devient difficile de se démarquer. Finalement, le seul moyen actuellement d'être vu, c'est de pouvoir se déployer massivement, c'est de pouvoir vraiment en foutre partout. Aujourd'hui, concrètement, je pense que c'est probablement le cas de beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais si vous vous intéressez pas spécifiquement à l'affichage individuel dans l'espace public, si vous n'avez pas le regard un peu aiguisé pour trouver où se trouvent les stickers militants, pour arracher ceux de l'extrême droite, pour trouver les affiches dans votre champ visuel et tout ça, les affiches militantes, les affiches pour des événements, etc. Concrètement, la majorité des gens ne les voient pas. Si on n'a pas vraiment une attention particulière pour ça, on le voit pas. On le voit plus, il y a beaucoup trop de choses. Bon, vous aurez remarqué que pour faire cette vidéo, je me suis intéressée à un livre qui date de 2001, qui est toujours très intéressant et que je vous invite vraiment à lire. C'est un sacré pavé, mais il est vraiment passionnant. C'est du coup le livre No Logo de Naomi Klein.
Je me suis intéressée à un livre du coup qui date de 2001, mes exemples sont assez datés, ils tournent tous plus ou moins autour de 2010. J'ai l'impression, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, j'ai l'impression que le militantisme anti-pub, que ce qu'on appelle aussi du coup, ce que Naomi Klein en tout cas appelle aussi la résistance culturelle, a un petit peu moins la cote ces dernières années. Personnellement, j'ai l'impression qu'en soi, c'est une bonne nouvelle. Je vous explique. Parce que en soi, le militantisme anti-pub, c'est bien, c'est intéressant, c'est... Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, c'est bien et c'est intéressant, surtout symboliquement, moi ça m'intéresse beaucoup. Bon, quelque part pas tellement plus que le reste, hein, parce que dans tout ce qui est militant, de toute façon, il y a toujours des symboles hyper intéressants, même si on ne travaille pas directement sur les symboles, comme c'est le cas dans le militantisme anti-pub, qui, en plus du coup d'avoir une symbolique intrinsèque, travaille lui-même sur les symboles, donc forcément pour moi c'est doublement intéressant. Mais je pense que si le militantisme anti-pub a cessé, et je pense pas qu'il ait réellement cessé, mais en tout cas est moins actif que dans les années 2010, j'ai tendance à penser que ce n'est pas parce que le capitalisme n'est plus là. Bon, alors ça, déjà vous le savez, mais j'ai tendance à penser que c'est pas qu'on s'en fout du capitalisme, je suis même pas sûre que ce soit une perte de courage dans la mesure où oh là là, de toute façon il y en a trop, on abandonne, c'est plus la peine de militer contre la pub. Je pense pas non plus que ce soit ça. Je pense que c'est simplement que depuis 2016 il y a eu plusieurs formes de ça c'est mon avis, c'est mon analyse, hein, donc critiquez-la autant que vous voulez dans les commentaires. J'ai l'impression que depuis cette période-là, depuis 2016, il y a eu une politisation de masse. Bon, ça c'est pas qu'une impression, hein. La politisation de masse depuis 2016, ça c'est factuel, mais j'ai l'impression que cette politisation de masse a fait qu'on s'intéresse à des sujets qui sont plus concrets, qui ont plus d'implications concrètes dans la vie des gens. C'est-à-dire que travailler sur la publicité qui va avoir un impact sur la pauvreté des gens, qui va rendre des gens accros aux jeux, etc., aux jeux d'argent, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu superficiel et qu'on va plus dans des choses très concrètes, genre concrètement, les gilets jaunes, c'est plutôt concret comme truc. Genre être directement dans la rue, soit sur les ronds-points et tout ça, c'est concret. On peut penser ce qu'on veut des gilets jaunes, mais voilà, j'ai l'impression qu'on va plus vers des implications un petit peu plus concrètes et que du coup, si la résistance culturelle s'atténue depuis 2016, enfin depuis les années 2010 en tout cas, c'est très probablement parce que aujourd'hui la résistance se concentre sur des choses plus concrètes. Ça c'est mon avis d'éternel optimiste. Toujours est-il que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher un commentaire, un like, tout ce que vous voulez. Et surtout, avant de partir, n'hésitez pas à checker mes autres réseaux sociaux où je dis aussi des choses intéressantes, je vous promets, qui sont dans la description. Voilà, à bientôt!